Exercice EU Sequana 2016. Alors pourquoi EU? C'est parce que c'était un exercice qui a été financé par la communauté européenne, donc ça veut dire European Union. Sequana, le nom latin de la scène, et 2016 parce que c'était en 2016. Alors c'était un exercice assez ambitieux avec des différents objectifs. L'objectif général, c'était de tester la coordination entre les différents acteurs de la gestion de crise. Et puis, il y avait des objectifs intermédiaires. Comme on l'a vu tout à l'heure sur les autres exercices, c'était tester les chaînes de commandement, tester certains plans et aussi déployer des moyens sur le terrain. Et puis, chaque partenaire de l'exercice avait ses propres objectifs en interne et souhaitait tester, par exemple, son plan interne de gestion de crise. Et c'est un des objectifs qui a été testé au sein de chaque entité partenaire. Alors, l'exercice s'est déroulé le mois dernier, donc je n'ai pas encore de rétex à vous proposer, mais je vais vous proposer un rétex sur la partie communication. Ça a duré 15 jours, c'est assez ambitieux pour un exercice de durer 15 jours non-stop, du 7 au 18 mars, à la fois des exercices sur table et des exercices sur le terrain. On va en discuter tout à l'heure, enfin, je vais vous en présenter, au profit des opérateurs publics et des opérateurs privés. On avait aussi une grosse part, un des objectifs, c'était de sensibiliser le public, et à travers le public, éventuellement les élus et les décideurs, sur le risque de crue. Je pense que cet objectif a été atteint. Et ensuite, comme c'était un exercice européen, il fallait associer au sein de cet exercice le mécanisme européen de protection civile. C'est pour ça que nous avons associé 4 pays européens à cet exercice. Alors là, c'est assez illisible. Donc c'est du 7 au 15, mais on va... La première semaine, c'était de tester la montée des eaux de la Seine et de la Marne. Le week-end, c'était des exercices terrain. Et la deuxième semaine, c'était tester le retour à la normale, avec des problématiques différentes qui sont... Alors nous avions officiellement 87 partenaires dans tous les... Enfin, je dis officiellement parce que au bout de l'exercice, on s'est rendu compte qu'on avait plus de 150 partenaires. Plus de 62 communes se sont agrégées sur des exercices pilotés par les préfectures. Et j'avais officiellement aucune commune dans le Val-de-Marne, par exemple, et au bout du compte, on s'est rendu compte qu'il y en avait 24, ça 23. Idem pour le département de la Seine-Saint-Denis. J'avais 2 communes partenaires qui étaient Neuilly-sur-Marne et l'Île-Saint-Denis. Et en réalité, il y en avait à peu près 11. Donc, plus de 150 partenaires ont participé à cet exercice dans tous les domaines des transports, de la communication, de la santé, de Port de Paris. Il y avait EPTP Grand Lac, bien sûr. On avait des assurances aussi qui ont participé, des exercices de traitement de déchets ou d'assainissement. Des producteurs d'énergie, des pétroliers, etc. Et puis des administrations. Voilà, bon, je reviens dessus. La première semaine, la montée des eaux et de la Seine et de la Marne, et le débordement des cours d'eau qui entraîne des inondations sur le territoire francilien. Le week-end, je vais revenir dessus. Et puis du 5 au 18 mars, c'était la simulation de la décrue, du retour à la normale. C'est une thématique qui est rarement testée lors des exercices, le retour à la normale. On joue souvent la montée des eaux, mais assez peu la décrue. Alors, le 7 mars, l'exercice a été lancé officiellement à la Maison de la Radio par le ministre Cazeneuve, devant un parterre de journalistes, ce qui nous a permis d'avoir une grosse retombée médiatique. Et comme un de nos partenaires, c'était la Maison de la Radio a profité de cet exercice pour tester son propre plan de protection des crues. Et ils ont déployé un joli boudin rose bonbon autour de la préfecture. Voilà. La Maison de la Radio. Alors les animateurs. Alors pour constituer cet exercice, j'avais des complices. J'en vois certains de mes complices qui sont dans la salle et je les remercie. C'est-à-dire que sur chacun des 87 partenaires, une personne était dédiée à la conception, à l'appui et à l'animation de cet exercice. Et chaque jour, ces complices se retrouvaient avec nous ici dans la cellule d'animation qui est la zone de défense. Et on animait chacun nos cellules de crise respectives.
Et ses complices m'ont aussi aidé à construire le scénario sur les 15 jours. On a eu plus de 2500 inputs stimuli dans le cadre de cet exercice. Alors, des cellules de crise au sein de chaque entreprise ou administration participante ont été activées. Là, je vous présente celle de la mairie de Paris. Donc il y avait aussi un fort appui politique, puisque la maire de Paris en personne a dirigé la cellule de crise de la ville de Paris. Et je pense aussi qu'il y avait au sein des collectivités qui ont participé un niveau de représentation et d'élus qui était assez important. Des actions terrain aussi ont été menées parallèlement à la partie sur table, avec par exemple ici la mise en place par la protection civile d'un gymnase pour accueillir du public. On n'a pas souhaité tester le public. Au départ, on avait pensé mettre pendant 15 jours, pas 15 jours, mais pendant 3 jours, des vrais Parisiens dans ces gymnases, en conditions de vie telles qu'elles seraient amenées à les connaître pendant l'exercice. Il y avait un petit souci au niveau de la représentativité des Parisiens qui allaient être choisis. Donc le gymnase a été monté, mais il n'a pas été armé avec des Parisiens pour des questions un peu politiques. La RATP aussi a profité de cet exercice, à la fois pour tester ses procédures internes. Il y a 140 km de métro qui seraient inondés. Donc c'est un enjeu très très important pour la RATP. Donc ils ont procédé pendant l'exercice à la mise en sécurité de 4 stations de métro en réel. Donc 4 stations ont été bouchées pendant 4 jours. Et ici vous avez Sully-Morland. Alors je vous rassure, il n'y avait que 2 entrées qui étaient bouchées sur l'ensemble des stations. On n'a pas bloqué l'ensemble de la station. Mais ça a permis à la RATP de tester le dispositif et le temps nécessaire pour construire ces protections. Le week-end du 12 et 13 mars, c'était donc des exercices terrain avec des opérations de secours et des démonstrations d'intervention de force. Et aussi une assez forte opération de communication envers la population parisienne francilienne sur 7 sites en Île-de-France. Nous avions pour cela la participation de 4 pays européens dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et la République tchèque. Alors sur cet exercice terrain, 1400 sauveteurs ont été impliqués. Nous avions 600 FORMISC, ce sont des forces de sécurité civile militaires. Nous avions 500 pompiers de la BSPP, 210 services de sécurité d'incendie de secours dans les départements hors Petite Couronne. Nous avions 115 pompiers européens, donc qui représentaient ces 4 pays, et puis 50 associations de sécurité civile qui nous ont aidés à participer à ces exercices. Alors, je vais vous les présenter maintenant. Donc j'en profite pour remercier le conseil départemental de nous avoir mis à disposition la plage bleue, qui est dans le Val-de-Marne. Il y avait des opérations donc à Valenton, à Saint-Denis, sur le site de Paris-la-Villette, au port de Gennevilliers, et puis 2 opérations dans le 78, à Limay et à Bennes. Alors on va pas rentrer dans le détail de toutes les opérations qui ont été faites. C'est juste pour vous montrer quelques photos avec les moyens qui ont été mis à disposition. Ici, vous voyez une opération de sécurité NRBC sur le port de Limay. Comment traiter une fuite de produits chimiques en zone inondée. Et ça a permis aussi de tester la coopération entre les services de sécurité français et étrangers. Ici, vous avez le SDIS 78 qui travaille avec des représentants et des pompiers tchèques. Ici, c'est une photo du port de Gennevilliers avec une personne qui a été blessée et qu'il faut élytroyer en zone inondée. Ici, vous voyez des pompiers belges qui travaillent avec un représentant de la BSPP et ils travaillent sur le site de la Villette. Et le site de la Villette a été une opération de démonstration et de communication envers la population pour les sensibiliser.
aux conséquences, aux risques et aux effets d'une crue centennale. Alors, nous avons aussi testé la coordination avec les Européens. Alors, en cas de crue type 1910, la France ne serait pas suffisante toute seule pour régler ce problème. Donc, nous ferions forcément appel au mécanisme européen. Dans les faits, aujourd'hui, on fait appel au mécanisme européen lorsqu'il y a des feux de forêt dans le sud de la France. Mais sinon, c'est plutôt la France qui est fournisseur de moyens européens lorsqu'il y a des inondations en Europe centrale, où elle participe à la coalition européenne pour donner des secours, par exemple au Népal, il y a 2 ans, lors du tremblement de terre. Donc là, l'idée, c'était de tester comment la France est capable d'accueillir et de soutenir et d'être nation hôte pour des moyens de secours européens. Et comment on communique avec la barrière de la langue, avec des cultures différentes, avec des process différents. Donc ça a été testé. Alors ici, de dos, vous avez par exemple une Autrichienne et une Néerlandaise qui apportent l'appui et leur connaissance au préfet de police. Sur la deuxième semaine, c'était donc des réflexions de retour à la normale. Le matin, on jouait des brainstorming à J+5 sur des thématiques propres à chaque opérateur. Et à J+30, c'était les complices qui nous ont donné les fiches sur lesquelles ils souhaitaient que leurs entreprises respectives travaillent. Alors avec quels outils nous avons travaillé sur cet exercice ? D'abord avec les bulletins du service de prévision des crues. C'est un service de la DRIE qui nous a fourni des nouveaux bulletins. Et un des objectifs de cet exercice, c'était aussi pour les partenaires, pour les joueurs, d'apprendre à lire ces bulletins, avec les données brutes et avec les données expliquées. Donc ça a été un retour d'expérience assez intéressant sur comment je comprends ce bulletin. Nous avions aussi à disposition un faux site Vigicru que la DRIE avait installé pour nous, avec des codes d'accès spécifiques sur lesquels l'ensemble des joueurs pouvaient aller se référer pour avoir des cartes de vigilance. Nous avions des bulletins météo qui avaient été produits par Météo France. Dans le cadre de l'exercice, il faisait extrêmement froid, il pleuvait. Le fait d'avoir des températures inférieures à 0 a eu des conséquences dans le cadre de l'exercice, par exemple sur le chauffage urbain. Alors, des points de situation ont été distribués chaque jour aux joueurs. Donc ici, vous avez le point de situation de l'EPTB qui donnait des points de situation sur l'état des lacs réservoirs et les conséquences que ça pouvait avoir près du bassin. Et puis les points de situation qui ont été rédigés par la zone, qui étaient distribués au DBEX et puis à 14h, puisque la situation est évoluée entre les 2 points de situation. Donc les points de situation de l'après-midi étaient incrémentés avec les retours d'expérience, enfin les retours que nous avions de la part des opérateurs sur ce qui se passait. Nous avions aussi des faux flashs radio, France Bleu étant partenaire de l'exercice pour la mise dans l'ambiance, ça a apporté un plus. Donc avec des faux flashs, des faux jingles. Et alors après, ce qu'on a appris, mais ça c'était un peu tard, c'est que comme France Télévisions était aussi acteurs, ils ont fait des propres flashs, mais ils ne nous ont pas donné à destination interne. Donc j'ai des super flashs, des faux flashs des journaux télé sur la crue, mais avec les présentateurs de France 3. Mais j'ai pas pu les distribuer parce que ça a été fait en interne pour France Télévisions. Pour sensibiliser aussi, l'Institut d'aménagement urbain avait fait des... Non, c'est pas celle-là, c'est pas cette diapo-là. Voilà, c'est celle-ci. L'Institut d'aménagement urbain avait fait des simulations 3D pour sensibiliser le public sur 3 départements, sur Paris, le 94 et sur le 92. Donc c'était des simulations 3D avec des survols, avec les immeubles actuels. Donc vous pouvez voir vous pouvez les télécharger sur YouTube. Et ça a eu un impact assez important puisque ces films 3D ont beaucoup été repris dans les journaux télé et ils sont à disposition. Pendant l'exercice, la BSPP testait aussi un serious game. Donc on donnait des événements et eux produisaient des simulations en 3D des événements qui se réalisaient. Et ces simulations
était supposé être disponible auprès des joueurs, sauf qu'il y a eu un problème. Ils n'ont pas eu le temps matériel de faire, dans le cadre de l'exercice, ces films. Donc ces films existent, mais ils n'ont pas été distribués en temps réel. Mais la BSPP travaille sur ce type d'outils. Lorsqu'il y a des prises d'otages, lorsqu'il y a des incendies, ils peuvent modéliser en temps très réduit des images vidéo C3D. Alors, on a parlé tout à l'heure de la cartographie et on a mis à disposition un outil qui n'existe pas dans la réalité, qu'on a créé exprès pour Sequana, un outil cartographique partagé. Alors, cet outil cartographique partagé n'avait vocation à être valable que pour la durée de l'exercice. Il ne faut pas que les joueurs imaginent que cette cartographie pourra perdurer dans la durée. Ce n'est pas le but. Là, c'était l'idée de faire un test sur ce nouvel outil avec des nouvelles cartes qui ont été produites par la DRIE, qui sont les cartes ZIP-ZICH, zone inondée potentielle, zone inondée hauteur. J'ai oublié le C, ce que ça veut dire. Classe de hauteur, voilà. Classe de hauteur, voilà. Donc ce sont ces nouvelles cartes qui ont été produites à l'automne dernier, qui ont été testées pendant l'exercice avec sur un outil web sur lequel il y avait des adresses. Une adresse, et tous les joueurs pouvaient se connecter à cet outil, même s'ils n'avaient pas de SIG en interne. Ça leur permettait, c'était un outil SIG assez simple d'utilisation, de se connecter et de voir en direct sur une zone sur laquelle ils pouvaient zoomer la montée des eaux, les fragilités électriques qui avaient été mises à disposition par ERDF, les fragilités télécom qui avaient été données et fournies par Orange, et sur lequel, s'ils avaient un SIG, on pouvait calquer les propres couches des propres opérateurs. Donc cette carte évoluait tous les jours. Il y avait 2 cartes par jour, une à 10h et une à 14h, puisque la scène montait et du coup les conséquences sur la fragilité électrique augmentaient aussi de jour en jour. Alors cet outil a été très très apprécié par l'ensemble des joueurs. Maintenant le sujet qu'on a, c'est comment faire un outil de carto partagé de façon plus pérenne avec d'autres opérateurs, puisqu'ici on avait 2 opérateurs majeurs, mais il nous manquait quand même les cartes de la RATP ou les cartes de la SNCF. Donc un des objectifs et un des outils futurs, ça serait d'avoir une sorte d'outil comme ça qui soit partagé, sécurisé, avec des codes d'accès pour que ça ne soit pas disponible au grand public, parce qu'il y a des données qui sont quand même assez sensibles à l'intérieur de ces cartes. Mais que pour faciliter la planification, ce genre d'outil existe dans le futur. Je vais maintenant parler de l'aspect communication. Tout l'aspect, un des objectifs, c'était de sensibiliser le public sur le risque de crue. Alors, diverses opérations ont été menées. Je vous présente celles dont j'ai eu connaissance, parce qu'il y en a peut-être qui ont été dont j'ai pas eu connaissance. La ville de Paris a fait une exposition autour de l'hôtel de ville sur le risque de crue. Je sais que certaines communes qui ont participé à l'exercice aussi ont fait des expos ou des petits Vitry-sur-Seine, on me dit, a fait une balade urbaine sur le risque d'inondation. Merci Vitry. Donc j'ai pas eu connaissance, mais voilà, je viens de le savoir. Sachez qu'en fait, les villes participantes ont communiqué dans les journaux, les petits journaux municipaux, ou en faisant de la communication. La RATP a fait à la station Aubert une expo sur laquelle vous pouviez vous faire prendre en photo dans le milieu inondé, aquatique, avec aussi une expo sur l'historique de la crue de 1910 et les conséquences que ça pourrait avoir si une telle crue se reproduisait. La RATP, qui était un de nos partenaires, nous a aidé à faire de la publicité sur l'opération qui a eu lieu le dimanche au Champ de Mars. Donc, nous avions de la pub dans le métro, ce qui était plutôt une bonne chose. On a eu la chance de faire la couverture et la une de plusieurs quotidiens. Et ça a permis aussi de relancer un petit peu le débat et la culture, on espère, du risque sur l'inondation. On est passé au Guignol aussi, ce qui, je trouve, pour un exercice plutôt pas mal. Il y a les personnes des Hauts-de-Seine, là, ça va?
On a fait aussi, on est passé dans plusieurs journaux télévisés, pardon, et on a eu une grosse couverture médiatique et on a été assez fiers parce qu'on a eu le journal de 20 heures du journal australien. Donc un sujet sur l'inondation à Paris a été diffusé sur la télé australienne. On a fait pas mal d'émissions de radio aussi, on a La Tête au carré, on a fait France Info, France Culture, parce que comme la Maison de la Radio était partenaire, ils nous ont pas mal aidés et pas mal. Et ensuite, on a eu pas mal d'articles de journaux en fait là-dessus. Voilà, merci pour votre attention. Quand est-ce que se fera de nouveau un exercice de ce type-là en Île-de-France ? Ou en tout cas, est-ce que la lourdeur de ce genre d'exercice fait que ça arrivera rapidement ou plus tardivement ? Alors, pour le moment, on n'a pas de visibilité sur un exercice futur. Mon nouveau préfet a été nommé hier et c'est un vétérinaire. Donc, je pense que je vais avoir des exercices à consonance vétérinaire à monter prochainement. Une épizootie ou, je ne sais pas, une maladie de vache folle à faire bientôt dans Paris. Ou de moustique tic, ouais. Merci de me donner des idées. Donc je ne sais pas, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, mais dans le rétex qui aura lieu le 17 mai, auquel beaucoup d'opérateurs vont être invités, qui aura lieu au pavillon de l'eau, ce sujet va être certainement abordé, j'imagine, puisque dans les premiers rétex qu'on a déjà, il y a une forte demande pour remonter à un exercice de ce type, puisque les retours sont plutôt positifs de la part des joueurs, et du coup ça a créé un besoin quelque part, parce que quelque chose qui a été apprécié dans le cadre de l'exercice Sequana, c'est de travailler justement en réseau avec un panel d'opérateurs et de joueurs aussi importants. Ils ont pu tester aussi les interactions entre eux pendant l'exercice. Donc ça a permis aussi de créer un réseau quelque part entre des opérateurs assez importants. Ouais. On nous dit que Sequana a été fortement médiatisé, mais bon, moi je trouve pas tant que ça, et je pense que s'il y avait une inondation, on va dire à 200 000 Parisiens d'évacuer, ils bougeront pas, parce qu'ils penseront pas qu'ils vont être sous les eaux pendant 3 semaines, qu'ils auront plus de courant, qu'ils auront plus d'eau potable, et il faudra les évacuer dans des conditions déplorables au bout d'une semaine. Parce qu'ils n'ont pas encore pris assez conscience des crues. Qu'on voit que certains maires vont presque jusqu'à cacher les repères de crues, ça craint. Ça craint. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, un des objectifs, c'était vraiment de sensibiliser la population. On n'est pas à un taux de maturité aussi fort que ce qui peut exister dans le sud de la France face au risque d'inondation. Mais c'est un début. Et en tout cas, un certain nombre d'élus ont été sensibilisés à ce risque dans le cadre de l'inondation. Alors pour le 95, c'est un petit peu parti. Vous êtes du 95, c'est ça ? Oui. On a la Seine au niveau d'Argenteuil, Besançon, et on a toute l'Oise. Oui, alors on a proposé à tous les départements de jouer, et il y en a 7 qui nous ont répondu. Et il y en a un qui nous a pas répondu, c'est le 95. Ah nous, on n'a pas eu de... Vous n'avez pas eu l'info ? C'est pas redescendu jusqu'à chez nous. En tout cas, on avait souhaité associer votre département à cet exercice, et on n'a pas eu de suite. Voilà. Sinon, une dernière petite chose, la préfecture de police avait fait une petite fiche informative sur les crues qui est parfaite. Elle n'est pas assez diffusée. Il faudrait même que ce soit connu au niveau de toutes les communes. Alors, elle est très bien, cette fiche. Merci. Elle est à disposition, elle est libre de droit. Donc n'hésitez pas, elle est en PDF sur le site de la préfecture. Moi, je l'ai prêt à diffuser. Merci, mais n'hésitez pas, oui, c'est aussi à diffuser. Ouais. Au niveau de la formation de la population, là on retombe sur la responsabilité des communes. Après, si on reprend le sujet du jour, qui sont les rencontres trimestrielles, nous on l'a vu au niveau de la préfecture, concrètement, entre le niveau d'implication de notre exercice de novembre 2014 et celui de Sequana, on a eu des communes où concrètement vous aviez au départ une personne qui jouait avec nous en novembre 2014. Si je prends Vitry, je rends grâce encore, c'est à l'époque ils étaient 2. D'ailleurs, il y avait déjà Madame Sénéchal qui était en tant que stagiaire à l'époque. Et là, sur l'exercice, dans le cadre zonal de Sequana, c'était une dizaine, ils ont joué pendant 2 semaines. Et sur un week-end, il y avait un atelier à destination de la population.
Donc je pense que l'information de la population, c'est vraiment l'étape après, c'est effectivement que les gens soient au courant pour qu'ils soient acteurs, mais ça peut venir en termes d'évolution que si déjà au niveau des communes, les gens ont vraiment pris conscience et commencent à avoir des réponses. Parce que c'est délicat d'informer la population si au niveau de la mairie, ils ne savent pas non plus comment aborder le sujet. Parce que c'est impossible. Je veux dire, moi je me mets à la place des mairies, commencer à dire aux gens, de sensibiliser en disant attention, attention, vous êtes très sensibles au risque d'inondation. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si au niveau de la mairie, ils n'ont pas forcément les réponses, ils se mettent en danger, c'est compréhensible. Donc c'est vraiment une étape. Et je prendrai un autre exemple de Saint-Maur-des-Fossés. La personne qui était à Saint-Maur-des-Fossés, qui était en charge de la réalisation du PCS, je veux dire, elle a utilisé justement ces rencontres pour avoir ces échanges et sa formation. Et une fois qu'elle a fait son PCS, elle a mis en place, enfin la mairie de Saint-Maur a mis en place une réserve communale de sécurité civile. Et pendant ces CONA, ils ont monté un exercice de mise en action véritable, et vraiment un véritable exercice, avec un gymnase, avec la Croix-Rouge, avec des gens qui jouaient des réfugiés, entre guillemets. Donc là, ils sont à un niveau de sensibilisation et de connaissance de risque qui peuvent se permettre de sensibiliser la population. Mais je pense que c'est vraiment une étape après, quoi. Il y a des préalables. C'est comme, on va dire, l'étage d'une fusée pour aller sur la Lune, quoi. C'est progressivement et pour chaque étape. Je trouve votre remarque en fait très intéressante parce que ça prouve à quel point l'échelon communal est l'échelon, le maillon indispensable pour traduire auprès de la population cette fameuse culture du fleuve, avec le triptyque que j'ai montré tout à l'heure. D'abord, avoir la mémoire du risque. Alors c'est vrai, quand on parle de 1910, on voit quelque chose de pittoresque, plutôt qui ne pourrait pas se reproduire dans un monde aujourd'hui technodépendant de plein de choses. Ensuite, cette fameuse conscience du risque, ça peut se reproduire. Et surtout, la culture. Faire en sorte que, si ça se reproduit, on mette en œuvre tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, l'arsenal entre les PCS, entre toute l'articulation intercommunale, tout ce réseau d'acteurs. C'est bien ça le fond de notre travail, finalement, c'est faire en sorte que on puisse s'attendre un jour, parce que la question n'est pas de savoir si ça va arriver, la question c'est de savoir quand est-ce que ça va arriver. Donc tout le travail consiste à faire prendre conscience aux populations que le risque existe, que c'est un vrai risque, et je partage aussi votre sentiment quand vous dites que certains hésitent à communiquer sur ces questions-là parce que ça fait peur. Et disons-le, ça peut faire peur aussi quand on est surtout aussi dans des contextes électoraux, par exemple, que d'afficher un risque important sur la commune. Donc c'est une réalité. Je jette un pavé dans la mare en disant ça, mais c'est effectivement un constat que je peux partager. Si on se sent à l'aise au moment de la gestion de crise, on peut aller raconter ce qui va se passer à la population. Si on n'est pas sûr de la façon dont on va gérer l'événement, on a du mal à aller au contact. Alors, je vais prendre une dernière question, et puis après... Je ne suis pas sûr que ce n'est pas parce qu'on a toutes les réponses qu'il ne faut pas communiquer à la population. Parce que les gens doivent savoir les risques qu'ils ont. Et il y avait une très bonne émission qui s'est faite pendant Sequana, que vous avez oublié de nommer, c'est une émission qui s'appelle C'est dans l'air, qui était très intéressante à ce niveau-là, où ils ont vraiment dit, et j'ai été très intéressé par ça, qu'on est un des seuls pays où on n'a pas la culture du risque. Et dans beaucoup de pays, il y a la culture du risque. Par exemple, il parlait du Japon. Le Japon, très tôt, les enfants ont conscience qu'ils peuvent avoir un tremblement de terre important, et ils en ont conscience. Et nous, on a ce problème de l'inondation qui est un problème majeur en France, et on ne fait pas prendre conscience aux gens de ce risque. Connaître le risque, c'est pas l'avoir, c'est savoir comment on va réagir. Et attendre d'avoir toutes les réponses pour dire voilà, on va communiquer à la population, moi je trouve que, ok, on n'a pas toutes les réponses, c'est tout, mais on peut faire prendre conscience à la population qu'ils ont un risque et qu'ils doivent s'y préparer ou qu'ils doivent en prendre conscience. Par exemple, moi je pense qu'à Blon-sur-Seine, on sait que beaucoup de maisons sont inondées. Les gens peuvent déjà peut-être penser, en discutant avec des amis ou des gens, de dire bah voilà, si j'avais un problème, est-ce que je pourrais aller chez toi, quoi, parce qu'il faudra partir. Et leur dire à l'avance, même si on peut dire oui, mais c'est pas la mairie, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, il faut quand même leur dire, quoi. Enfin, moi je pense qu'il faut informer les gens, ils doivent le savoir. C'est un problème d'information, quoi. Oui, Jean-Pierre Maljean, maire adjoint de Neuilly-sur-Marne. Oui, tous ces problèmes-là, c'est quand même quelque chose d'important parce que faut partir de la notion que le risque zéro n'existe pas. Faut le faire partager, disons, aux élus
et aux administrations territoriales. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire sur la commune. Et au niveau relation avec la population, là aussi, c'est très important parce qu'il faut commencer bien en avant. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, nous, l'année dernière, nous avions fait une action que certains ont fait dans la région, c'est ce qu'on appelle POUF. Et c'était une opération importante qui a permis aux enfants des écoles de participer et puis aussi à la population de s'informer autour d'un certain nombre de stands. Par contre, où nous avons un peu pêché, moi je m'y attendais puisque je suis issu d'une administration qui gère les risques. Et lorsque on a fait barrer le pont sur la Marne, par exemple, les techniciens de la mairie posaient des questions. Hein, pourquoi on barre le pont alors que le bulletin de crue laissait le pont totalement praticable. Il a fallu expliquer que l'effet de la circulation plus les vibrations de la crue pouvaient amener à, disons, à une destruction du pont, à faire tomber le tablier. Bon, le phénomène, quand il a été demandé au cabinet du maire, est-ce que vous avez des barques, ça m'a fait sourire parce qu'immédiatement, on est venu me trouver, mais on n'a pas de barque. Je dis, nous, on n'a pas de barque, mais la protection civile, elle en a. Hein. Donc, il y a tout un tas de questions comme ça qui ont été appréhendées. Et je crois que ce qui est important, c'est poser les bonnes questions et qu'au niveau, par exemple, de la préfecture, eh bien, on a mis ensemble tout ce qui s'était passé ce jour-là et il y a des améliorations apportées au plan communal de sauvegarde, bien entendu. Il n'y en a pas beaucoup. C'est difficile à mettre en place. Mettre déjà en place un PCC, c'est pas facile parce que là aussi, il faut y croire. Et je crois que c'est déjà, disons, une chose importante de faire croire à nos élus et à nos administrations territoriales qu'en travaillant en amont, bien, on arrivera, disons, à régler le problème. Mais c'est pas facile. Et vous avez particulièrement raison, l'un et l'autre, de mettre en avant ce souhait de sensibilisation, qui est certainement le sujet numéro 1 et la priorité numéro 1. Alors, c'est vrai que ce n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui est récurrent dans tous les débats qu'il peut y avoir sur cette thématique, c'est l'objectif de sensibilisation de toute une série d'acteurs. Alors, aujourd'hui, on est sur un atelier sur la gestion de crise et en fait sur ces outils très, très techniques à l'intention des collectivités, des intercommunalités. Il va y avoir un atelier du papy qui aura lieu probablement le 21 juin sur toute une journée sur la thématique de la sensibilisation, avec des retours d'expérience de différentes communes qui vont faire des explications de ce qu'elles ont mis en œuvre, et puis des interventions plus théoriques ou plus générales sur les grands enjeux de cette sensibilisation. Donc je vous invite à noter cette date.